Alors les signes du désengagement, quels sont-ils? Bon, on va voir une participation qui va être irrégulière, des stratégies d'évitement très variées, oubli de tenue, refus de pratiquer, des absences bien sûr. Et ceci est directement lié au vécu et aux stéréotypes qui sont portés par ces élèves. Donc ça, ce sont des causes et des conséquences qui sont principalement psychologiques. Et d'un point de vue physique, plus particulièrement, on va avoir affaire à une certaine inertie, une forte fatigabilité, un inconfort et un schéma corporel déficient. Et là, c'est lié principalement au port de sa propre charge. Je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant est taillé pour l'effort. Le jeune, l'élève en surpoids ou obèse est également taillé pour l'effort physiologiquement. C'est-à-dire que, et ça c'est important, un jeune, même obèse morbide, de grade très avancé, va avoir des caractéristiques physiologiques proches d'un autre élève normopondéré, d'un point de vue relatif. Je parle uniquement de métabolisme. En revanche, il va avoir ces efforts perturbés et l'engagement de ses filières énergétiques perturbés par la surcharge. C'est comme si vous faisiez un effort, un 8x400 en short, et vous refaites un 8x400 2 jours après, mais avec un sac de 25 kg sur le dos. Ce sera exactement la même chose. Votre profil métabolique est strictement le même, mais en revanche, vous allez engager une énergie supplémentaire pour réaliser le même effort du fait de ce port de charge, de votre propre charge corporelle. C'est une question qui est transversale et qui touche la santé. Transversale parce qu'elle touche bien sûr l'école et l'EPS, elle touchera la pratique sportive en club. Elle sera particulièrement prise en charge, cette question-là du surpoids et de l'obésité, par le médecin, mais ce n'est pas un précaré. Nous, éducateurs physiques, et professeurs d'éducation physique et sportive, éducateurs sportifs et intervenants dans le champ des APS, nous avons notre rôle à jouer. Et il n'est pas négligeable. Et bien entendu, ce champ va concerner également l'activité physique adaptée en structure de soins de suite et de réadaptation, SSR, donc des structures spécialisées qui accueillent des élèves en surpoids ou obèses, plus particulièrement obèses. Ça nous amène à concevoir finalement deux dimensions à notre discipline. Une discipline qui peut être adaptée avec des dispositifs particuliers pour les élèves en surpoids ou obèses, ou bien une discipline inclusive qui va proposer finalement des cadres généraux de pratique, mais dans lesquels les jeunes en surpoids ou obèses seront particulièrement à l'aise. Et je vous ferai quelques propositions tout à l'heure. Alors les enjeux c'est réengager, 10 minutes, d'accord, réengager, proposer des outils pour plus tard, développer l'image positive de soi, individualiser une intensité. Alors ça paraît facile et évident de le dire parce qu'on le fait tous, mais c'est plus particulièrement vrai, prégnant pour les jeunes en surpoids obèses, et aménager le contexte facilitant l'activité fonctionnelle de l'élève. Alors les effets peuvent-ils être immédiats? Non. On ne peut pas agir dans le cadre de l'EPS sur, par exemple, un objectif de perte de poids. Parce qu'il faut minimum 150 minutes semaine à une certaine intensité pour le faire, voire 300 minutes semaine accompagné d'un contrôle nutritionnel pour avoir une perte de poids à long terme, c'est-à-dire 12 à 24 mois. Donc on n'en est pas là, on n'a pas le volume horaire nécessaire pour le faire, et puis il y a la question de l'hétérogénéité, du groupe, etc. En revanche, on peut agir dans le temps sur les capacités fonctionnelles et les effets psychosociaux. Et ce sont ces effets psychosociaux qui seront les premiers à se manifester. Que sait-on face à cette... pour comprendre comment fonctionne un élève en surpoids ou obèse? On sait que dans la réhabilitation, dans les stratégies de réhabilitation, il existe deux stratégies, celle du lièvre et de la tortue. Alors c'est pas de moi, c'est de Kekaki, ses collaborateurs, j'aime bien l'image. Donc le lièvre il va vite mais il court pas longtemps, la tortue elle court pas vite mais elle court longtemps, grosso modo. Donc vous avez compris que dans la première stratégie on va être plutôt sur un exercice, pour être générique, plutôt continu et lent, de faible intensité, alors que dans la stratégie du lièvre on sera sur un exercice plus fractionné, intermittent, mais d'intensité plus importante, c'est-à-dire au-delà de 80% de la puissance maximale, de la fréquence cardiaque maximale.
Donc ça, c'est mesurable. On peut le mesurer grâce à des outils, échelle de Borg ou équivalent, un questionnaire de psychosocial sur le plaisir perçu, sur le soi physique perçu, etc. Et quant à la condition physique objective, eh bien, on peut la mesurer grâce à des outils simples que je vous recommande. Donc le cardiofréquencemètre, c'est connu, mais l'oxymètre de pouls, le saturomètre, c'est tout bête. Ça se met au bout du doigt. Et on a une oxymétrie sanguine, bon ça on s'en fiche un petit peu, mais on a également une fréquence cardiaque en 5 à 7 secondes. Donc c'est un petit outil qui coûte pas très cher et qui peut être un bon allié du prof de PS pour mesurer objectivement une fréquence cardiaque. Bien entendu, la condition physique objective va aussi et principalement se marquer par des niveaux de performance qui seront mesurables. Donc ces deux modèles de prise en charge visent pour le premier la dépense de lipides pendant l'effort. Donc on va être sur ce fameux Lipox max, donc 55% grosso modo d'une fréquence maximale ou d'une puissance max, alors que dans l'autre stratégie, celle du lièvre, on va être plutôt sur l'effet fat burn. C'est le terme à la mode, c'est plus la consommation des lipides pendant le temps de récupération. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'on va favoriser plutôt cette deuxième stratégie. Pourquoi? Parce que le jeune en surpoids obèse, dans l'effort fractionné, aura moins de souffrance, même si celui-ci est plus intense. Il va adopter un patron locomoteur proche de celui de l'athlète, donc avoir un meilleur amorti musculaire au niveau notamment au niveau des jambes, en utilisant son triceps sural. Et il aura également un meilleur ressenti et une meilleure valorisation de ses capacités physiques perçues. Si on compare donc deux groupes soumis à ces deux modèles de prise en charge et leur consommation lipidique sur 24 heures, c'est strictement la même. Donc autant privilégier dans le cadre de la réhabilitation, on le sait maintenant, eh bien, la stratégie intermittente mais intense plutôt que l'autre stratégie. Je pourrais développer, j'ai pas le temps, il y a bien d'autres raisons encore qui sont beaucoup plus physiologiques. Donc voilà ces deux stratégies, on a bien cette représentation. Et ce qui est important, c'est les durées et les intensités. L'intensité sur la première est inférieure à 70% dans tous les cas. Pour la deuxième stratégie, elle sera supérieure à 80%. Elle pourra aller au max, voire au supramax. Alors ce que l'on sait sur l'évaluation, pourquoi l'évaluation? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait individualiser des niveaux de performance ou des intensités. Eh bien, on sait qu'il existe des dispositifs tels que le 15-15, le test 15-15 Spartacus, qui a été développé par aussi ses collaborateurs en 2009, que nous avons proposé à des obèses. Donc là, c'était des obèses grade 2, plus de 35 JMC, et comparé avec un test navette en aller-retour, que vous connaissez tous, le test navette de Léger. Eh bien, on observe que le 15-15 apporte un intérêt particulier puisqu'il propose un effort incrémenté jusqu'à un effort maximal, mais de manière beaucoup plus progressive et prolongée. Ici en haut, on a le navette, en bas le 15-15. Vous observez que la césure se fait au niveau des pointillés bleus. Les jeunes vont beaucoup plus loin dans l'effort, donc une intensité plus élevée qui s'exprime en vitesse plus importante. Et surtout une meilleure progressivité alors que la maximalité sera strictement la même. L'état physiologique sera le même et sera bien maximal dans les deux cas. Donc le dispositif qui est proposé là permet d'être mieux adapté à l'élève en surpoids ou obèse, mais permet également à tout élève de la classe de pratiquer exactement le même protocole. On est bien dans le cadre d'une PS inclusive que j'évoquais tout à l'heure. Donc les résultats, j'en ai parlé rapidement. Ils sont maximaux, physiologiquement, pour des différences de vitesse et de durée. 27% en moyenne de vitesse en plus pour le test 15-15. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir les répercussions psychosociales, puisqu'on a une condition physique perçue bien supérieure après la passation du 15-15 chez nos jeunes obèses, comparativement donc aux navettes. Donc l'effet sur la vision de soi, sur le soi physique perçu, est bénéfique chez les jeunes obèses dans le cadre d'un protocole adapté tel que le 15-15. Ensuite, ce que l'on sait dans le cadre de la prise en charge, c'est que si on propose tout un programme à 80% d'une fréquence cardiaque maximale dans le cadre d'un intermittent, on observe une augmentation régulière
de la valeur physique perçue et de la condition physique perçue chez nos jeunes obèses. C'est-à-dire que l'effort intermittent à 80% d'une fréquence cardiaque maximale agit positivement sur le soi physique perçu. Donc, cette prise en charge-là sera de nature à favoriser le réengagement immédiat et à moyen ou long terme des jeunes obèses dans l'activité physique. Alors, j'en finis avec les perspectives en EPS selon 4 idées principales. Donc, la première idée, c'est l'adaptation de la leçon. Ensuite, le ciblage de l'intensité, les efforts intermittents en particulier, et enfin, la valorisation du soi perçu. Alors, l'adaptation de la leçon consiste à prendre en compte l'intolérance à l'effort de nos jeunes obèses. Donc, cette adaptation, elle est de 2 ordres, psychophysiologique et psycho-affective. Ceci se fait de manière très classique. Vous trouverez déjà sur Internet ou dans des articles certaines recommandations que je vais présenter ici. Ce qui est communément admis, c'est quoi? C'est une adaptation de l'activité elle-même. On va privilégier les activités qui sont portées plutôt que auto-portées. Donc tout ce qui va se faire alors en réhabilitation sur tapis de course, ergocycle, c'est un grand classique. La natation est particulièrement à privilégier également, et faire attention à tout ce qui va être saut ou contraignant pour les articulations. On adapte les durées et les intensités, bien sûr, puisqu'on a vu que notre élève pouvait être soumis à une fatigue précoce, notamment lorsqu'il va faire du freinage relance. On pense au basket, on pense à du badminton. La charge sur chaque appui est beaucoup plus importante chez un jeune en surpoids ou en situation d'obésité. On va adapter les contraintes également d'évaluation et on va favoriser des climats plutôt de centration sur la tâche que sur la performance, des climats de maîtrise. Et enfin, on va proposer des rôles pour investir nos jeunes dans ce qui va être, entre guillemets, à la périphérie de l'activité fonctionnelle. Les grands principes donc, d'adaptation physique sont au nombre de 3. Donc on privilégie l'exercice intermittent, intense. Ensuite, on évite les postures, j'en ai parlé, et les appuis qui peuvent créer des douleurs. Et on personnalise, on individualise des pratiques et des intensités. Les grands principes au niveau psychosocial, il s'agira de favoriser les climats d'autodétermination pour agir sur une motivation intrinsèque. Et donc là, on va parler de sentiment d'auto-efficacité, on va parler de plaisir, bien entendu. Ensuite, éviter l'inconfort, mais tout en maintenant une certaine exigence. Parce que, alors je fais une parenthèse, lorsqu'on a fait nos tests avec nos jeunes obèses, ils demandaient à le refaire pratiquement immédiatement. Ils atteignaient des vitesses qu'ils n'avaient jamais atteintes de leur vie. Sur un test 15-15, lorsqu'on a un jeune qui atteint 15 km/h et qu'on lui dit 15 km/h c'est super, il a envie de recommencer tout de suite, de battre son propre record, ou bien de se comparer aux autres. Donc il faut malgré tout maintenir un certain niveau d'exigence. Et objectiver les progrès, ça revient également à cela. C'est systématiquement donner une information, un feedback sur le jeune, sur ce qu'il a fait, sur ses capacités, sur la vitesse atteinte, une fréquence cardiaque et sur les progrès qu'il a réalisés. Alors les précautions, on l'a dit, attention aux articulations, l'intensité et la durée de l'effort, alors plus la durée que l'intensité. Les situations potentiellement complexantes également sont à éviter. Donc c'est vrai que le regard des autres va peser, donc les petits groupes seront à favoriser plutôt que des grands groupes et le passage devant tous. Et l'importance du facteur psychologique et même jusqu'à l'accompagnement du jeune par un feedback plus individualisé. Deuxième idée, c'est l'inclusion de l'élève qui, à contrario, est un élève comme les autres. Donc on réduit le volume de l'activité, mais on ne réduit pas pour autant l'intensité de l'effort. Le protocole Spartacus 15-15 que je vous ai présenté tout à l'heure est particulièrement adapté et donc vous le trouverez dans la référence qui est donnée là, qui est accessible en ligne avec l'ensemble du protocole. Et ce protocole sera de nature à permettre une évaluation donc diagnostique intermédiaire ou même finale du jeune dans le cadre d'un effort intermittent, d'objectiver sa performance et de cibler ensuite cette même performance dans le cadre d'un effort intermittent. Les outils utiles pour cibler, c'est l'échelle de Borg ou des outils équivalents et la mesure de la fréquence cardiaque et de la vitesse qui sont des repères classiques et à intégrer systématiquement.
Troisième idée avant-dernière, donc adaptée par l'exercice intermittent pour un élève en surpoids ou obèse. On l'a vu tout à l'heure, l'inconfort est tel que tout effort trop long va désengager, va faire que l'élève va se désengager de l'activité. Donc on va privilégier la stratégie du lièvre et donc une cible qui sera au-delà de 75 ou 80%. Et surtout donc une récupération qui pourra être associée, une récupération passive. Pourquoi ? Parce que le jeune en surpoids obèse, lorsqu'il va redémarrer son effort, donc un effort 15-15 par exemple, aura déjà resynthétisé des phosphagènes qui lui permettront dans les premières secondes d'effort d'avoir un effort beaucoup plus facilité, avec un meilleur recrutement musculaire, et donc cette sensation d'aisance qu'il n'aura jamais dans un effort continu et trop long. L'effort intermittent est particulièrement adapté à l'enfant et donc aux sujets, aux élèves en surpoids ou obèses, du fait de ce profil métabolique principalement aérobie dont on a parlé tout à l'heure. La quatrième et dernière idée, c'est l'exercice intermittent donc, qui valorise les échelles du soi physique perçu et donc permettra d'agir sur un réengagement par le soi valorisé, le plaisir, la motivation intrinsèque. Alors ça, on le sait grâce au modèle de Fox et Corbin que vous connaissez. L'estime globale de soi est directement dépendante d'une valeur physique perçue globale qui elle-même est dépendante de sous-échelles. C'est un modèle hiérarchique connu, il y en a eu d'autres. Et on sait que la condition physique perçue va être ce qui va être le plus sensible aux efforts intermittents proposés et sera de nature à favoriser une valeur physique perçue plus importante et donc une estime globale de soi également accrue dans le temps, dans la durée. Les effets se font dans la durée. Ceci se mesure grâce à des échelles, telles que celle-ci par exemple. Vous pouvez le faire dans le cours de PS. Une question, enfin un item auquel doit répondre le sujet, et l'élève, pardon, et il met un petit trait sur un segment qui fait 10 cm, et c'est très fiable. Et ça permet de voir au fil d'une séquence, d'un cycle, bien où cet élève en est, du point de vue du plaisir, du point de vue de la condition physique perçue, ou bien de sa vision, de ses capacités physiques.